Je vais commencer simplement en remerciant tous ceux qui sont là pour ce soir, parce que vous savez que le plus important, c'est pas tant ni ce que je vais dire, ni le fait que je sois là, c'est le prétexte à cette réunion collective, à cette énergie qui se met en branle et qui se met à vibrer, et qui comme transforme la matière tout autour, transforme la tonalité émotionnelle dans laquelle on se trouve, transforme petit à petit comme une onde de choc qui vient rencontrer le réel et qui vient le mettre en phase, le mettre en résonance, le faire vibrer. Et c'est une métaphore ondulatoire, une métaphore vocale, parce que vous comprenez que je suis quelqu'un de très auditif. Et pour moi, il y a comme une force, comme un chant qui a été entrepris par tous les groupes, Réinfo, Covid, mais aussi Bon Sens, Réaction 19, Solaris, d'autres qui n'ont pas de nom de ci, de là, comme si le Covid était venu nous mettre en mouvement, nous agiter des clusters de transformation. J'ai un ami qui s'appelle Philippe Bobola, qui est physicien, et qui décrit régulièrement que dans la transition de phase de l'eau, avant que l'eau se mette à bouillir à 100 degrés Celsius, Fahrenheit, je ne sais pas combien c'est en Fahrenheit, je ne comprends rien à votre système. 0 et 100, c'est simple quand même, non? Enfin, ça va, c'est facile. Et à 100 degrés, c'est pas d'un coup toute l'eau se met à bouillir. C'est des petits clusters d'eau à l'intérieur de l'eau qui font comme des petites bulles, des petites cavitations qui se mettent en mouvement. Et vous le voyez dans la casserole, il y a quelques petites bulles à quelques petits endroits. Et au bout d'un moment, si vous agitez encore, et parfois c'est de donner un choc dans la casserole qui va faire que ça va se mettre en résonance. Que de partout, des clusters d'ébullition vont se mettre en route et qu'on va changer d'état de phase. Et il me semble que le Covid a comme précipité cette transformation. Que petit à petit se sont mis en mouvement de très nombreux groupes un petit peu partout, à partir d'individus, puis de petits groupes d'individus, 3, 5, 7, 9, 12. Pas besoin d'être des milliers. Un tout petit nombre de gens convaincus et dynamiques sont capables de changer le monde. Et c'est ce que j'ai constaté, c'est qu'on a été capable de changer le monde à très peu nombreux, à notre échelle, à l'échelle de Marseille, à l'échelle de Lyon, à l'échelle de Lille, à l'échelle de Québec, à l'échelle de Gatineau. Déjà, il s'est passé quelque chose où le Covid, pour ceux qui ont résisté et décidé de se transformer, a été beaucoup moins douloureux que pour ceux qui ont fait semblant de rien, qui ont subi toute la charge de violence et émotionnelle qu'on leur imposait. Ceux qui ont au contraire décidé de faire quelque chose, parfois se sont réunis à plus. Nous, on était obligés d'être moins que 6 pour Noël. C'était la loi. Vous n'aviez pas le droit d'être plus que 6. Je peux vous assurer qu'il y a plein de gens qui ont été plus que 6 au réveillon. Waouh, quelle transgression, quoi. C'est le monde moderne. On vit des aventures à pas cher. Pas besoin de partir descendre l'Annapurna, quoi. Là, vous sortez de chez vous pour la deuxième fois de la journée pour plus qu'une heure, vous êtes déjà hors la loi, quoi. Donc c'est en train de se passer. Pour moi, c'est ça qui est le plus touchant, au fond. J'ai vraiment conscience d'être un prétexte à ce qu'on soit réunis ensemble et que ça se passe. Pour moi, c'est presque le plus important. Parce que je constate que y a beaucoup de gens seuls. Il y a beaucoup de gens qui sont comme enfermés dans des routines autistiques et qui sont extrêmement seuls. Et qui entonnent des mantras collectifs qui sont ceux qui sont donnés par la télé ou les médias mainstream, parce que ça les rassure. Comme s'ils citaient une profession de foi. Je crois en Trudeau. Je crois en LGBTQI+, je crois en Covid, je crois en Ukraine, je crois en... Et c'est comme un credo. À la fin, ils ont l'impression qu'ils font partie de quelque chose, d'une grande église universelle mondialiste, dans laquelle ils seraient enfin en relation avec plus grand, quoi. Mais c'est un mensonge. C'est un isolement autistique qui les amène petit à petit à la folie et à ne plus regarder le réel. Et donc, il y a beaucoup de gens seuls, et j'ai vu ces dernières années pas mal de citoyens se retrouver et être assez surpris d'avoir une existence sociale et collective qu'ils n'attendaient plus. J'ai eu comme ça une dame de 85 ans, qui n'était plus très jeune, donc alors s'il y a des gens de 85 ans, évidemment, c'est pas très jeune, mais c'est pas très vieux non plus, maintenant dans le monde moderne. Et je fais attention, vous savez que ma femme a 25 ans depuis déjà plusieurs années, et chaque anniversaire, elle a à nouveau 25 ans. Et donc, je ne sais plus quel âge elle a, je n'ai pas tellement le droit de savoir. Et qui me dit, quand le Covid est arrivé, moi franchement j'ai pensé que c'était fini, j'avais plus rien à faire ici.
que ma vie était terminée, c'est bon, j'avais vu ce que j'avais à voir. 85 ans, je peux partir. Et puis on s'est réunis au sein d'un petit groupe Réinfo Covid, au fin fond de la France. Et puis on m'a demandé de faire des cours de couture. Et il y a 5 personnes qui ont voulu avoir des cours de couture. Et toutes les semaines, je les rencontrais, on faisait un cours de couture ensemble. Et là, je la vois, et je vois qu'elle a 85 ans, et en même temps, je la vois avec une robe à fleurs, joyeuse comme une jeune fille, et me dire, j'ai jamais autant rigolé de ma vie. On a fait un bar clandestin. On a acheté de l'ivermectine sur AliExpress, sur Internet. On a fait des faux papiers, enfin, etc. Et je la voyais, c'est une aventure passionnante. Fait que son existence était à nouveau pleine de rebondissements. Et au fond, ça nous est arrivé aussi. J'aurais pu avoir une existence tranquille de réanimateur, peut-être avoir une piscine, une résidence secondaire, un véhicule récréatif. En France, c'est trop gros, on ne peut pas avoir ce genre de truc. Mais là, je suis dans un, c'est pour ça que je dis ça, c'est pour Moukti, hein, parce qu'elle nous a logés dans un véhicule récréatif et c'est pas mal. Hein. Je suis assez impressionné du confort. Et vivre une existence sereine, être reconnu, avoir des publications, être bien en vue au sein de mon organisation. C'est le cas pour Patrick, c'est le cas pour plein d'autres gens. On aurait pu décider que la vie soit un long fleuve tranquille. Une vie confortable. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et pour la plupart des gens ici, ça ne s'est pas passé comme ça. On n'a pas décidé que ça allait être confortable. Pourquoi? Comme si nous aussi, on était en train de vivre ce cluster de différenciation, de transformation, où il y a des cavitations, des moments de creux, ça vient frotter de partout à l'intérieur des familles, à l'intérieur de nous-mêmes, sans même qu'on comprenne pourquoi. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu as décidé de parler? Je sais pas, ça m'est pris comme une énorme connerie, quoi. J'aurais sûrement pas dû, quoi. Et en même temps, je regrette rien, ça y est, c'est fait, quoi. Mais on va discuter de ça avec André et d'autres sur pourquoi des gens se mettent en mouvement. En fait, on essaye de comprendre. Et nous-mêmes, on ne comprend pas tellement ce qui nous arrive, mais par contre, on voit que c'est passionnant. Comme tu l'as dit, ça m'a permis d'écrire des livres, de faire des conférences, de faire des films. J'aurais jamais fait tout ça si j'aurais suivi ma petite vie de réanimateur. Et ce soir, on est réunis pour discuter de qu'est-ce qui se passe dans notre système de santé et qu'est-ce qui est en train de se transformer. Et on a la chance d'avoir Gaëtan qui est là, qui va nous en parler, qui œuvre depuis des années et des années à faire advenir autre chose dans le réel, à ce que ce ne soit pas juste une idée d'une transformation du système de santé, de notre rapport aux soins, à la maladie, à la santé, mais que ça se passe vraiment dans le réel et que ce soit pluridisciplinaire, que ce soit à un point de rencontre qui ne soit pas une sorte de folie paranoïaque, pensant avoir raison sur tout, toutes les maladies et tout le temps et chez tous les individus, mais qui soit au contraire la convocation de plein de regards différents, permettant de regarder chaque patient comme un cas unique, avec sa propre histoire de vie, sa propre histoire de maladie, qui ne soit pas celle qui est marquée dans les livres, mais qui est la sienne, et où on peut essayer d'accompagner une guérison. Je vais commencer ma conférence là-dessus. Chaque année à Chamonix, c'est une station de ski un petit peu huppée où les gens riches se réunissent. Alors c'est pas Gstaad, mais c'est l'équivalent en France, quoi. Ça, c'est en Suisse. Il y a une autre qui s'appelle Davos, peut-être vous avez déjà entendu parler. Chamonix, Davos, même combat. Donc à Chamonix, chaque année il y a une petite réunion qui s'appelle le CHAM. Et le CHAM, c'est une réunion en France et pour la France. Mais ça s'appelle Inventing the Future of the Healthcare System. En franglais, en anglais, en européen. Vous savez, le seul pays qui est plus en Europe, c'est l'Angleterre. Mais on parle tous anglais. Bizarre quand même. Bref, Inventing the Future of the Healthcare System. Et donc, entre petit four et champagne, cling, cling, avec les coupes qui teintent tranquillement, se réunissent le patron de BlackRock, le patron d'Amazon, de Facebook, de Google, leurs équivalents chinois, et puis le ministre de la Santé français, le ministre de la Santé allemand, le responsable de la santé à la Commission européenne, etc. Et ils se réunissent tous ensemble et ils inventent pour nous le futur du healthcare system. Ils inventent pour nous le futur du système de santé. Et ce futur du système de santé, c'est une santé, ils appellent ça 3P, 5P, ça change en fonction, l'acronyme change régulièrement.
Mais ce serait une médecine personnalisée, une médecine de précision, une médecine scientifique bien sûr, qui optimise notre santé en permanence. Et si on regarde bien, tout ce qu'il propose suit les prescriptions de quelqu'un qui s'appelle Clayton Christensen. Et Clayton Christensen, c'est quoi? C'est un professeur à la Harvard Business School. Pas la Harvard Medical School, hein. La Harvard Business School. Vous avez compris, la santé, c'est un business. Hein. Et Clayton Christensen, il nous dit, vous soignez les gens malades, avec des maladies compliquées, poly mal foutues, qui se traînent avec des maladies auto-immunes, avec des polymalfoutoses chroniques. Vous valorisez à l'input. L'input, c'est la gravité, la complexité de la maladie. Et en général, vos codes diagnostiques correspondent à cette gravité, cette complexité. Et plus c'est complexe, plus vous allez faire d'examens complémentaires, etc. Alors que vous devriez valoriser à l'output. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça donne une fois que vous avez soigné les gens? Est-ce qu'ils vont bien ou est-ce qu'ils sont toujours polymalfoutus, souffreteux, etc. Si votre output est merdique, c'est-à-dire que vous faites un mauvais investissement. Ça ne sert à rien. Alors c'est américain, ça paraît toujours frappé au coin du bon sens. On a l'impression qu'ils ont raison. Toujours. Hein, parce qu'ils expriment souvent les choses en step 0, step 1, step 2, step 3. On dit, ah ouais, quand même, ils sont forts. Mais à la fin, il y a des grosses failles intellectuelles. Quoi. Donc, Clayton Christensen, il nous dit, arrêtez de valoriser à l'input et à la complexité, abandonnez les maladies orphelines, les poly mal foutus, etc. Ça ne sert à rien. Et donc, fermez tous vos services hospitaliers complexes, parce que ça ne vous rapporte pas d'argent. Et que le but is to make money. Toujours, pour un Américain. Et donc il dit, vous allez garder quelques services de médecine interne et de réanimation, mais très peu. Juste pour faire semblant, pour gérer la misère, quoi. Et vos hôpitaux vont devenir, en gros, des dispensaires. Par contre, vous allez laisser investir massivement le secteur privé dans des cliniques à haute valeur ajoutée. Ces cliniques à haute valeur ajoutée vont être des systèmes zéro défaut, où on prend quelqu'un qui a une pathologie bien étiquetée, et on l'emmène jusqu'à la guérison. Je vous donne un exemple. On prendrait quelqu'un qui a mal au genou et qui a 70 ans. Bon, il a de l'arthrose du genou. Il passe un questionnaire numérique, analysé par intelligence artificielle. Et il passe une IRM du genou. C'est pareil pour vous, MRI du genou. Et qui est aussi interprété par intelligence artificielle. Et à la fin, ça rend un résultat rouge, orange, vert. Parce que le résultat, il doit toujours être juste rouge, orange, vert. C'est le logiciel McKinsey. De partout, ça doit être rouge, orange, vert. Ça ne doit pas être plus compliqué que ça. Ça peut être plus simple, ça peut être pouce en l'air, pouce en bas. Mais ça ne peut pas être autre chose. C'est pouce en l'air, pouce en bas, ou c'est rouge, orange, vert. Ou c'est 4, 5, 3 étoiles. Voilà, Google. Okay, c'est ça l'évaluation et la complexité de l'évaluation. Et donc, si c'est vert, ça veut dire, ouais, il faut lui changer son genou. Et mettre une prothèse en titane. Ça tombe bien parce que la personne qui fabrique le logiciel d'intelligence artificielle et qui analyse l'IRM par intelligence artificielle, bah en fait c'est la même holding que celle qui fabrique les prothèses en titane. Donc il se trouve que le résultat de votre questionnaire plus IRM processé par l'intelligence artificielle infaillible va être très souvent vert. Parce que ça rapporte plus que si c'est rouge. Et ensuite on va vous propulser dans une filière zéro défaut. Vous allez passer devant un technicien d'anesthésie. Il n'y a plus besoin d'anesthésiste, hein. Ça sert à rien. Un robot ferait aussi bien l'affaire. Vous allez passer dans un anesthésiomaton. C'est-à-dire plutôt qu'une consultation d'anesthésie, vous allez rentrer dans une sorte de truc. Il va y avoir une petite caméra, une webcam. Elle va vous dire tirez la langue. Ah, ok. Elle va regarder le fond de votre gorge. Elle va vous faire répondre à une quinzaine de questions. Et cet automate va produire une consultation d'anesthésie. Vous passerez ensuite chez le technicien de chirurgie. Il n'y a pas besoin d'un chirurgien, c'est chiant un chirurgien. Il n'y a pas de chirurgien, il n'est pas là. Ça gagne beaucoup trop d'argent en plus, vous le savez. Et, donc vous passez chez un technicien d'anesthésie qui en général aura été recruté en Indonésie ou ou par là, sera payé au lance-pierre, aura fait pas mal de simulations sur cochon. Ça ressemble le genou du cochon un peu au genou de l'humain. Et ensuite aura fait des simulations sur cadavre, où il sera capable de changer sur cadavre votre genou. Puis beaucoup de simulations sur informatique. Puis on va lui donner une patente en disant c'est bon, il peut changer le genou chez vous, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est le faire sur un cochon, quoi. Enfin, on n'est pas si différents. Et
Cette filière zéro défaut va vous conduire à avoir un nouveau genou en titane. Et là, vous allez dire, ah ouais, score de douleur 0 sur 10, c'est bon, j'ai tout gagné. J'ai plus de douleur, je peux remarcher, c'est formidable. Ça, c'est les chaînes à haute valeur ajoutée. Et je reviens à Clayton Christensen. Il dit, plus de trucs complexes, que des chaînes à haute valeur ajoutée, le plus industrialisé, le plus informatisé, le plus d'intelligence artificielle possible, le plus numérisé possible, avec des filières zéro défaut. Et puis ensuite, pour toutes les pathologies du quotidien, hypertension, diabète, obésité, nos pathologies de civilisation, parce qu'on mange trop de sucre, parce qu'on bouge plus assez, parce qu'on est assis toute la journée, bon, il n'y a plus besoin de médecins, il n'y a plus besoin de services. On va faire des réseaux de patients interconnectés, une sorte de WhatsApp, de patients hypertendus, et on va mettre un animateur réseau, quelqu'un un médecin charismatique. On va prendre un médecin qui passe à la télé, docteur Marquis par exemple. Voilà. Et le docteur Marquis va animer le réseau des patients hypertendus, il va faire des lives sur YouTube. On va dire qui veut essayer le nouvel anti-hypertenseur de Pfizer, un seul comprimé au lieu de 3. Et là, dans le chat, il y a plein de gens qui vont faire moi, j'aimerais bien essayer, c'est formidable, etc. Il va faire de la recherche inclusive citoyenne, éco-responsable. Hein, tout va bien, il a signé tous les mots-clés, tac, 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 il va même avoir des subventions publiques pour ça. Et il va enrôler des gens dans des essais cliniques pour tester le nouvel anti-hypertenseur de Pfizer. Ça va? Et il va donner des recommandations de traitement sur l'hypertension artérielle qui seront directement les recommandations qui sont données par Pfizer et par les gens autour d'eux. Ok, ça c'est le futur qu'on nous promet. Au CHAM à Chamonix, entre gens riches, avec Clayton Christensen au sein de la Harvard Business School. Et c'est comme si le Covid était venu donner le coup d'envoi de la transformation de notre système de santé. Il se trouve que par un hasard malencontreux, l'humain finit par faire les choses bien. Il fait beaucoup d'erreurs, mais petit à petit, il retrouve l'envie de bien faire. Notre système de soins qui était complètement aseptisé, complètement industrialisé, complètement normatif, commençait à retrouver l'envie de faire autrement, depuis 30-40 ans. Il y avait des gens qui ouvraient des cliniques de santé intégrative, qui faisaient de la méditation pleine conscience autour de l'hypertension artérielle, du stress, etc., ou des problématiques de cardiopathie ischémique. Il y avait des gens qui essayaient de travailler sur la nutrition, tout un champ de recherche qui travaillait sur l'épigénétique et notre capacité à transformer notre destin en changeant notre façon d'être au monde émotionnellement, nos relations avec les autres, notre façon de manger, notre façon de faire du sport. Tout ça, ça aboutissait à de la liberté, à de l'autonomie. C'est insupportable. L'autonomie, ça ne paye pas. C'est pas du tout rentable. Il faut un système de la maladie au long cours. Et donc, il fallait surtout arrêter ça. Je vais vous donner encore un exemple que c'était en voie de transformation. En France, il y a une instance qui s'appelle la Haute Autorité de Santé. Elle est haute et autoritaire. Hein. Elle dit bien son nom. Hein. C'est la Haute Autorité de Santé. Et donc, elle contrôle et elle produit des protocoles, des recommandations thérapeutiques pour les soignants, en disant tu dois faire comme ça et pas autrement. Un peu comme pour quelqu'un qui fabriquerait une maison, tu dois mettre tel IPN, c'est comme ça et pas autrement, pour pas que ça tombe. Et donc il y a comme des recommandations stabilisées dans le marbre qui sont produites par cette haute autorité de santé qui s'inspire, soi-disant, de la production scientifique des revues scientifiques et des articles scientifiques. Et cette haute autorité de santé, elle a aussi en charge d'évaluer ce qui se passe, de dire est-ce que c'est rouge, orange, vert, est-ce que c'est pouce en l'air, est-ce que c'est pouce en bas. Puis depuis des années, elle évaluait ce qui se passait à l'hôpital, mais en regardant le nombre de litres de gel hydroalcoolique qu'on avait consommé, pour lutter contre les infections nosocomiales. Donc pour regarder si les hôpitaux luttaient bien contre les infections nosocomiales, elle regardait le nombre de litres achetés de gel hydroalcoolique. Ça avait abouti au fait que certains services achetaient du gel hydroalcoolique qu'ils jetaient pour être premiers à l'évaluation. Eh ouais, c'est fou, hein. Ouais. Et le règne de l'imposture, quoi. Ils évaluaient la douleur et les nausées des patients autour de la chirurgie par des scores de douleur, des scores de nausées de 0 à 10, etc. Mais il manquait quelque chose. Et il y a un type de la haute autorité de santé qui a dit « Ah, j'ai une idée géniale. On va demander au patient ce qu'il a vécu quand il a été hospitalisé. » Ça s'appelle un patient traceur. Ça consiste à demander aux gens bah alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Avec vos mots à vous, avec votre filtre interprétatif à vous. Ça paraît du bon sens, hein, c'est la première chose qu'on devrait faire.
Mais là, c'était venu d'un coup, on se dit « Waouh, j'ai une idée révolutionnaire, je vais demander au patient lui-même qu'est-ce qu'il ressent. » Et il se trouve que le patient ne parle jamais de ce dont parlent les médecins. Le médecin, il s'en fout du score de douleur de 0 à 10. Il s'en fout, relativement, hein. Il préfère être à 3 qu'à 8. Hein. Mais au fond, c'est pas ça le problème. Très souvent, les patients disaient « Oui, j'ai eu mal, j'ai vomi, mais j'étais dans le couloir du bloc opératoire, et puis il y a une petite aide-soignante qui est venue me voir, qui m'a regardé dans les yeux, elle m'a touché le bras, elle m'a dit « Vous avez l'air d'avoir froid, je vous apporte une couverture. » Et elle m'a apporté une couverture, je me suis senti mieux, et j'ai senti qu'on prenait soin de moi. Bah, rien que pour ça, tout le service, je suis reconnaissant, c'est chouette, c'est humain. Ah oui, c'est sûr, j'ai souffert, hein. C'était dur cette opération. Mais quand même, j'étais pris en charge par des humains. Et c'est ça le plus important. Et ça revient constamment quand on demande aux gens. Le plus important, c'est pas l'optimisation de paramètres clés. C'est est-ce qu'il y a eu de la relation humaine? Est-ce qu'il y a eu du lien qui a été créé au fur et à mesure du chemin de guérison et de traversée de la maladie? Ok, donc je vous ai dit, des gens rêvent d'un système parfait. Ce système parfait, il est complètement optimisé, artificialisé, numérisé. Et il correspond au fantasme des humains de vouloir faire des systèmes parfaits. Et il n'y a pas que les gens riches de Davos ou de Chamonix. Hein. On voudrait tous faire ça. Des systèmes zéro défaut où il n'y ait pas d'erreur. Comme si l'erreur, au fond, c'était dangereux, quoi. Il y a un truc qu'on ne contrôle pas. Ah, on ne contrôle pas. Le problème de l'humain moderne occidental, il veut contrôler et prédire. Il veut savoir ce qui va se passer de A jusqu'à Z. Il veut savoir quel est le process, quel est le protocole. Ce matin, quel est le programme? Cet après-midi, quel est le programme? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va neiger? Est-ce qu'il va faire beau? Je veux savoir parce que sinon mes vacances pourraient être foutues en l'air. Et donc je vais avoir besoin d'une météo à 15 jours pour savoir ce qui se passe. C'est le fantasme industriel au fond. Je veux produire toujours le même produit, toujours la même armoire, toujours de la même façon, qui sorte de la chaîne de montage, toujours la même, et ce soit attendu. Et donc évidemment, si ça se passe pour une bagnole dans une chaîne de montage Mazda ou je sais pas quoi, ça va se passer dans le soin. On veut toujours le même patient, avec toujours la même chaîne de montage et toujours le même résultat attendu. Mais caramba, encore raté, parce qu'à chaque fois, l'humain est différent, à chaque fois ça merde, ce n'est pas comme prévu. Ça, c'est très heureux. Donc, dans ce que je vais vous dire ce soir, il y a comme une invitation à se réconcilier avec l'imprévu, avec l'erreur, avec la faille. Parce que c'est ça, profondément, la beauté de l'humain. C'est pas sa capacité à faire un système parfait, optimisé, où tout est rangé de A jusqu'à Z. Ça, c'est sa peur. C'est profondément sa peur profonde qui parle. C'est pas sa créativité, c'est pas sa joie. La joie, elle parle quand justement, il peut y avoir quelque chose, tiens, c'était pas exactement comme prévu. Alors, il se trouve que le Covid est venu pas exactement comme prévu nous secouer. Donc nous remettre en joie, quelque part. Il y a quelqu'un dans cette haute autorité de santé qui vient parler au Collège de France. C'est un peu comme, je sais pas, une grande université, quoi, hein, très connue, mais qui bizarrement est financée par Total. Vous savez, le pétrolier. Donc c'est quand même très financé. Et il y a une chaire de sociologie où il y a un professeur de sociologie qui s'appelle Pierre-Michel Menger. Et je m'étais intéressé à ça. Et à un moment, j'avais suivi les cours de Pierre-Michel Menger. Et il invite, lors de sa session annuelle, en premier conférencier, il invite Claude Le Pen. Claude Le Pen, c'est qui? C'est un économiste de la santé. Un professeur d'université à Paris-Dauphine qui fait de l'économie de la santé. Et il arrive sur scène et il est là pour parler de l'évaluation en santé et du système de santé. En tant qu'apparatchik du système de santé. Claude Le Pen, il fait partie de la haute autorité de santé en même temps qu'il fait partie de l'université. Et Claude Le Pen, il dit ça, en premier, il dit « Nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine ». Je vous le redis, nous sommes là pour liquider, comme un liquidateur, hein, le modèle artisanal, tout ce qui serait de l'ordre de l'artisanat, de gens qui font avec leurs mains, de gens qui font avec leur cœur, de gens qui font avec leur propre façon de faire. Nous sommes là pour liquider tout ça. Sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un modèle industrialisé, évalué, rationalisé et rentable, de production et de consommation de biens et services de soins. Donc le système de soins, qui devrait être complètement à part, qui a trait à la question du lien, qui a trait à la question profondément de notre être au monde, en fait est devenu un système marchand comme un autre. Et j'ai eu la surprise, moi je suis allé dans une pharmacie là avant-hier. J'ai vu que les pharmacies vendaient aussi des biscuits. Et puis parfois des fringues.
Et je me suis dit, mais c'est pas comme ça chez nous, là. Le pharmacien, il vend des. Normalement, il fait attention et puis il vend pas n'importe quoi, quoi. Et il fait, non, non, là, on y va, quoi. Et je me suis dit, ouais, et je me suis dit, bah, c'est complètement accepté déjà ici, l'idée que la santé, c'est un truc complètement marchand, comme un autre. C'est un bien et service qui doit être mercantilisé. Là, il y a des questions à se poser. Est-ce que la santé, c'est strictement ça? Est-ce qu'on est là pour faire du pognon à partir de la maladie des gens? Et même en tant que soignant, il y a à se poser cette question-là. Ok. Donc je vous ai dit, il y a des gens qui rêvent d'un système parfait. Ce système parfait, il est rentable. Ce système rentable, il doit être sans défaut. Pour qu'il soit sans défaut, il faut enlever le défaut, il faut enlever l'erreur. C'est quoi l'erreur dans un système? C'est l'humain. Dès que vous faites une analyse systémique, à la fin, c'est toujours un humain qui a merdé quelque part. C'est comme ça. Hein. C'est rarement la machine elle-même, quoi. C'est le gars qui entretient la machine, qui l'a pas entretenue comme il fallait. Et donc si vous voulez un système zéro défaut, il faut un système sans humain. Un système automatique, algorithmique. Une e-santé. Ah d'accord, c'est ça le projet. C'est la e-santé. Ce qui est en train de se passer avec le Covid et ensuite est là pour détruire la santé telle qu'on la connaissait, faite par des humains. Et laisser la place à l'émergence de la e-santé, dans lequel tout plein d'investisseurs sont là pour envahir ce système-là et faire du pognon à partir de lui. Parce qu'un système de santé, c'est l'équivalent du budget d'un État. Donc c'est une somme colossale de pognon. Et donc vous avez des opérateurs qui sont tout à fait prêts à remplacer des humains toujours imparfaits par des systèmes techniques, eux, parfaits et algorithmiques. Je me souviens, il y a quelques années, avec un interne, on avait fait sa thèse, et l'objet était de développer une consultation d'anesthésie algorithmique. C'est moi qui avais proposé ça. Et donc on a proposé une consultation d'anesthésie où tout pouvait être fait de manière informatique. Et mon interne, ah c'est génial, je vais pouvoir faire une start-up. Il l'a faite. Je vais pouvoir être financé. Et oui, parce que la recherche qui est financée, c'est celle qui fait des start-up et celle qui utilise l'intelligence artificielle. Si vous voulez des financements, c'est ça qu'il faut proposer à l'université aujourd'hui. Et si vous faites ça, vous avez les financements. Et ensuite, en faire du pognon et enlever le métier des anesthésistes. Ah, d'accord. Alors pourquoi il y a un numerus clausus en France? Pourquoi il n'y a pas assez de médecins? On va se dire, les mecs, ils ont, vous savez, ils voient à long terme, ils ont la démographie devant eux. Non, 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 ils mettent volontairement pas assez de médecins. Ils désertifient les campagnes. Il y en a un problème de désertification rurale, avec pas assez de médecins, pas assez de soignants, nulle part. Ils détruisent l'hôpital public, avec une fermeture des lits de manière systématique, alors même qu'il y en a besoin. Et en plein Covid, on a encore fermé des lits, et y compris des lits de réanimation. Alors qu'on nous disait qu'on n'avait pas assez de lits, que l'hôpital était surchargé, etc. En France, on a encore fermé des lits, de manière volontaire. Pourquoi? Pour mettre dans le rouge un système et mettre en place ce qu'on appelle la stratégie du choc. C'est un livre qui a été écrit par Naomi Klein, de Shock Doctrine, où elle explique que pour conquérir un marché, il faut d'abord semer le chaos. Et au fond, cette idée-là, qui est l'idée de la disruption, elle a été explicitée justement par Clayton Christensen. Clayton Christensen, dont je vous ai parlé, qui a fait une prescription pour les systèmes de santé, c'est aussi lui qui a modélisé à la Harvard Business School et de manière universitaire l'idée de disruption. L'idée de disruption, ça veut dire je vais casser les codes explicites tels qu'ils existaient dans le système. Je vais arriver, je vais mettre un coup de marteau en fait dans le système, je vais le défoncer. Et ensuite, je vais le reconstruire. Et c'est moi qui vais mettre les codes. C'est moi qui vais mettre les règles du jeu. Et donc, je suis obligé de créer le chaos, de créer une sorte de guerre, pour ensuite aller créer le système. Les francs-maçons en France appellent ça ordo ab chaos. Créer l'ordre à partir du désordre. C'est la stratégie qui règne actuellement. Dans tous les secteurs. Et dans toutes les écoles de commerce, toutes les écoles d'administration, toutes les écoles d'ingénieurs, le mot d'ordre dans leur apprentissage, c'est « venez semer le chaos » dans les systèmes tels qu'ils existent, parce que c'est comme ça que vous avez des opportunités business. Ce chaos, vous pouvez soit le semer en mettant en place une innovation technique. Je vous donne l'exemple de la disruption le plus connu, c'est celui de la photographie argentique et de la photographie numérique. L'arrivée de la photographie numérique a détruit le marché de l'argentique.
Et la photo a changé de nature. Avant, c'était un bien précieux, compliqué à développer, on le gardait, voilà. Si on avait trop de photos pourries, on allait ruiner notre pellicule. Maintenant, la photo est devenue une sorte d'objet jetable, numérique, quoi. Vous faites 40 000 photos, dont la plupart que vous ne regarderez jamais, qui ont presque plus de valeur. Et la photo numérique a pris toute la place, par l'innovation technique. Mais parfois, ce n'est pas par l'innovation technique, c'est juste par la disruption des règles du jeu. Un autre exemple qui est souvent pris, c'est celui de Uber et des taxis. Alors là, vous avez de la technique, vous avez l'intercommunication par le téléphone portable. Mais encore un autre exemple, c'est celui de l'aviation civile avec Ryanair ou EasyJet. Ryanair et EasyJet n'inventent rien, ils ne mettent pas d'innovation. Les avions ne sont pas mieux ni rien. Ils changent les règles du jeu, ils attaquent le marché des pauvres. Jusqu'ici, l'aviation était consacrée au marché des riches. Ils vont exploiter le marché des pauvres en faisant du low cost et du dumping, en mettant des prix très bas. Et avec des shifts, des rotations pour le personnel intenables, quoi. Et donc ils se mettent dans des paradis fiscaux où il n'y a pas de règles fiscales, où il n'y a pas de règles sociales et sur le droit du travail, pour pouvoir faire que les pilotes non-stop tournent, quoi, et qui rentabilisent un max. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer dans la santé. On est en train de disrupter le système de santé par l'outil numérique. Alors vous avez peut-être déjà des téléconsultations dans certains supermarchés, je ne sais pas si c'est le cas. En France, c'est le cas. En France, un pharmacien qui a le logiciel qui lui permet de répondre à 10 pathologies les plus fréquentes peut mettre une plaque de médecin, alors qu'il n'est pas médecin. Mais il a l'algorithme pour traiter une infection urinaire, pour traiter un mal de dos, pour faire ci, pour faire ça, selon les codifications de la Haute Autorité de Santé. Donc il va rien faire de nouveau, hein. Il va faire exactement ce qui est attendu, hein. Donc ça, c'est en train d'arriver d'un côté. Un truc très normatif, un système où on doit tous être pareil, on doit tous être injectés pareil d'ailleurs. Même si on ne sait pas pourquoi, même s'il n'y a pas de maladie. Il faut passer sous une sorte de nouveau baptême, qui est qu'on va rentrer dans la religion collective covidiste parce qu'on a accepté de se soumettre à ce truc-là. Et certains ne savent pas pourquoi, hein. Comme beaucoup de gens qui sont baptisés, ils ne savent pas vraiment ce que ça veut dire. Je suis baptisé, je ne sais pas très bien, quoi. Hein, là, vous êtes baptisé dans la nouvelle religion Pfizer, Moderna, et vous ne savez pas très bien quel est le credo, mais voilà, vous allez l'apprendre, hein, au fur et à mesure. Il y aura un catéchisme qui sera répété dans tous les médias et tous les réseaux sociaux tous les jours. Et où on atteint directement à votre corps. Ça, c'est très intelligent, c'est très intéressant. Normalement, l'État n'a pas à voir avec votre corps. Il y a une séparation nette entre l'Église et l'État sur ce champ-là. C'est l'Église qui a à voir avec votre corps. Et au Québec, vous le savez, les prêtres passaient dans les familles pour dire « Au fait, vous n'avez pas eu d'enfant cette année. On est à combien là, 14 ? Il faudrait bosser un peu là. » Alors, c'est paradoxal, ça a permis aussi sûrement la survie de la langue. Hein. Mais bon, à la fin, t'es gentil, tu rentres pas dans ma chambre à coucher, quoi. Tu es prêtre. D'ailleurs, tu connais assez peu de choses dans ce domaine-là. Excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans un sujet trop touchy. Hein, on discutera dans les questions à la fin, si vous voulez. Mais normalement, effectivement, l'Église touche au corps. L'Église ou la religion, d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit la circoncision, etc., on touche au corps. L'État ne touche pas au corps. Et là, il y a une translation, en fait, de ce pouvoir à toucher le corps vers la chose d'État. Et la santé publique prend toute la place. Et tous les ordres, un par un, l'ordre des chiropracteurs, on en discutait tout à l'heure avec quelqu'un qui était chiropracteur, a dit, effectivement, moi je ne sais pas, mais je suis la santé publique. L'ordre des psychologues a dit, moi je ne sais pas, mais je suis la santé publique. Comme si la santé publique était devenue la nouvelle information immanente. Qu'elle venait là, ah oui, c'est bon, la santé publique a dit ça, on vaccine tous, quoi. D'accord. Donc là, il y a une collusion assez étrange entre un monde industriel et marchand d'un côté, ce que je vous ai décrit, où il s'agit de faire du pognon et de faire un système zéro défaut, et de l'autre côté, une aspiration religieuse. Il y a une collusion entre les deux. C'est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est une religion moderne qui prend la technique comme l'outil de sa réalisation spirituelle. Et cette e-santé, elle est là dans nos poches, elle est prête. Tous les investisseurs sont là, il y a toutes les startups qu'on veut. L'intelligence artificielle est très bien rodée, elle peut lire la littérature scientifique mieux que nous. Elle peut analyser des clichés radiologiques mieux que nous. C'est déjà le cas. 80% à peu près du travail des radiologues aujourd'hui est fait par de l'intelligence artificielle. 80% du travail des pathologistes
qui analysent des lames. Hein. Vous savez, un pathologiste qui prend un morceau de tumeur et regarde est-ce que c'est un cancer ou pas. Ça, c'est fait maintenant de plus en plus par des logiciels de reconnaissance d'images qui le font mieux que les pathologistes, avec moins d'erreurs. Et c'est en train de s'investir dans la recherche sur les médicaments, dans toute l'aide au diagnostic ou l'aide à juste une problématique administrative des soignants. Aujourd'hui, il y a plein d'applications qui, en gros, nous écoutent là, dans une consultation, et vont produire de manière automatique un compte-rendu de consultation. Avec le diagnostic principal, les diagnostics secondaires, les codages pour la santé publique et la Sécu, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, et envoyer automatiquement les feuillets administratifs pour la Sécu. Et donc nous libérer de toutes ces tâches administratives pénibles, mais en même temps détruire le travail des secrétaires médicales. Ok, donc c'est partout, c'est là. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et pourtant, il s'est passé quelque chose pendant le Covid, et là, j'arrive, je ne sais pas combien de temps j'en suis, hein, mais j'arrive peut-être doucement au bout. Non, ça va ? Ok, ça va. Mais un autre concept de santé est apparu qui s'appelle santé intégrative. Mais c'est pas nouveau, ça. L'OMS en avait déjà parlé il y a 50 ans, parlant de santé intégrative, de santé communautaire. La santé communautaire, c'est l'idée qu'une communauté n'a pas les mêmes besoins de santé qu'une autre. Si vous allez chez des Amérindiens au fin fond du Groenland, c'est probablement pas la même chose qu'à Montréal. Si vous allez à New York ou au Botswana, c'est pas la même histoire non plus. Ils sont pas dans les mêmes attentes. Pourtant, l'OMS dit One Health aujourd'hui. Il faudrait une seule santé pour nous tous, comme si tous les humains étaient tous les mêmes partout et tout le temps. C'est faux. Donc ce concept de santé communautaire est là. Et le concept de santé intégrative, c'est quoi? C'est l'idée de mettre ensemble des praticiens de santé, de dire chacun va avoir un petit bout de la solution, pas toutes. C'est pas possible qu'un seul gars ou une seule femme arrive à prendre l'entièreté de la complexité d'un patient et de l'accompagner vers la guérison. Ça se peut pas. Ça se peut pas parce que ça voudrait dire que s'il y arrivait, il serait en miroir, presque il serait capable de comprendre tout son patient dans tout son ensemble. Et donc on va avoir besoin des autres. Je ne peux pas tout seul tout transformer. C'est une des leçons du Covid. Pourtant on est dans une société qui rêve d'une sorte d'autosuffisance, qui rêve qu'on soit tout puissant, tout seul, derrière nos écrans d'ordinateur et derrière nos téléphones portables. Et de manière paradoxale, on n'a jamais été autant en situation d'impuissance systématique. On ne peut rien changer. On ne peut rien changer. On est comme dans une spirale inéluctable de totalitarisme. Ok. Alors j'arrive avec un autre concept. Vous êtes prêts ? Je ferai un résumé à chaque fois. Les sociologues disent qu'on a besoin de protension collective positive et de protention collective négative. C'est quoi ça ? C'est-à-dire que pour vivre ensemble dans une société, on a besoin d'interdits, de tabous, de choses qui nous fixent des limites. C'est les protensions, ce vers quoi nous tendons, collectives, ensemble, négatives. Elles forment des limites. Elles bâtissent des frontières, des interfaces, des endroits où ça s'arrête. Elles bâtissent des ennemis aussi, ces protensions collectives négatives. Un groupe, souvent, il vit ensemble parce qu'il a un ennemi commun. Vous l'avez peut-être remarqué ces dernières années. Il faudrait que tous les ennemis du système, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, anarchistes, complotistes, à la fin se réunissent dans le même groupe. Ils sont tous d'extrême droite en France, maintenant. On est tous d'extrême droite, c'est bizarre. Et tout le monde a peur de nous parce qu'on risquerait de détruire le système. Et j'ai eu quelqu'un qui discutait avec moi tout à l'heure, je crois que c'est Robert, qui disait, dans sa belle famille, les gens avaient peur de ce qu'il proposait. De la permaculture, de l'autonomie en santé, des écoles autrement, un truc démocratique. Sueur froide, quoi. Ça va plus se passer comme avant, alors. Non, effectivement. Et ça nécessite de la responsabilité, ça nécessite de prendre son courage à deux mains, quoi. D'oser vivre pour de vrai. Alors, il y a des protensions collectives négatives et il y a des protentions collectives positives. Ce vers quoi on aspire, collectivement, ensemble, mais positif, un idéal commun. C'est quoi l'idéal commun qu'on nous propose là? Parce qu'à un temps ça pouvait s'appeler la République, un temps ça pouvait s'appeler le communisme, un temps ça pouvait, je sais pas, n'importe quoi d'acceptable, quoi. Le catholicisme, n'importe quoi. Mais un truc qui tient la route, quoi, quand même, dans les valeurs de fond. La réalisation pratique, on va discuter. Mais les valeurs de fond, ça tient la route. Aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de protension collective positive. La seule protension qui existe, espèce d'attente, ce serait d'être tout puissant, tout seul derrière son téléphone portable.
et de s'auto-réaliser de neuf à partir de rien. Je ne suis pas un garçon, je ne suis pas une fille, je ne suis pas mon héritage, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mon histoire, cancel culture, etc. Je vais annuler tout ce qu'il y avait avant pour m'auto-construire de neuf. C'est un fantasme complètement adolescent, hein. C'est pas vrai. Moi, si j'avais choisi, je serais plus grand, par exemple. Plus musclé. Vous avez vu que je suis plus petit en vrai hein, qu'en numérique. Dans l'écran, on ne voit pas les jambes pour ça. On voit que le thorax. Et, mais sûrement, on choisirait d'autres choses. Mais pourtant, on se traîne tout un karma transgénérationnel aussi qu'on doit essayer de résoudre. Hein. Ok. Donc les multinationales, au fond, vont être en but à ce problème-là. Elles souhaitent diriger le monde, faire un système parfait, mais il n'y a rien qui nous tient ensemble. C'est comme si on était des grains séparés, atomisés. C'est pratique hein, pour le totalitarisme. C'est-à-dire que comme on est chacun seul, impuissant, on rêve d'une matrice protectrice. On rêve de rentrer dans le ventre de maman. On rêve à nouveau d'avoir le cordon ombilical qui nous donne à manger. D'avoir 37 degrés thermostatés avec une lumière rose tamisée. D'être baigné dans un bain tranquille, avec le battement du cœur de maman en permanence, quoi. C'est un fantasme régressif hein, au niveau psychologique. C'est complètement régressif. Ça veut dire je vais avorter ma vie. Je ne veux pas vivre l'idéal héroïque qu'il m'était donné de vivre. Je ne veux pas vivre. Et vous avez plein de gens qui ne veulent pas vivre aujourd'hui. Hein. Ils ne veulent pas de la responsabilité. Ils ne veulent pas de la liberté. C'est beaucoup trop lourd la liberté. Ça fait mal la liberté. Ça frotte de partout. Et à bas bruit, on est tous comme ça. Ouais, se bouger le cul pour aller changer le monde. Demain peut-être quoi. Cet après-midi, j'ai un autre truc à faire. Je vais chez le kiné. Et au fond, j'en reviens à la question de la santé. Si on réfléchit vraiment, c'est pas très compliqué d'être en santé. Il faut manger correctement, il faut bien rigoler, il faut de temps en temps faire la fête, danser avec les autres, voilà, être en paix avec soi-même. On sait quoi, il y a le fil rouge, si vous deviez l'écrire, vous arriveriez à trouver quoi, les points clés. Et pourtant, on mange trop, on fume, on boit, on fait pas ce qu'il faut, on fait pas d'exercice. Enfin, et plus on essaie de se fixer ça comme objectif, plus ça devient une espèce de truc forcé, quoi, de truc pénible. Et on en voit certains, dans nos groupes, il y a pas mal de gens qui sont orthorexiques. C'est-à-dire ils voudraient manger pile droit comme il faut, quoi. Mais ils sont verdâtres, ils sont pas drôles. Non mais ils mangent du quinoa toute la journée, quoi. Ils sont dépressifs. Puis dès qu'ils font un écart, ils sont malades, quoi. Ah, je suis pas bien, j'ai mangé un Timbit de Tim Hortons, quoi, ou je sais pas quoi. Et j'ai découvert ça, espèce de petite boule là. Je sais que c'est toxique, hein. Je n'attends pas Gaëtan pour m'éclairer sur le sujet. Mais je pense qu'une fois de temps en temps, on pourrait. On peut. Ouais, quand même, c'est bon. Ouais. Et les Grecs appelaient ça l'akrasie, akrasia. Akrasia, c'est l'insuffisance de la volonté. Je sais ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. C'est drôle, hein? On est nombreux quand même à savoir ce qu'il faut faire et à ne pas le faire. Pourquoi? Parce que tout seul, c'est pas possible. J'ai besoin des autres. J'ai besoin des autres pour m'aider. Et ça a été une des grandes réalisations en psychothérapie, notamment en addictologie, de comprendre que les gens ne buvaient pas, c'était pas une question de volonté, quoi. C'est pas j'arrête de boire si je veux. C'était beaucoup plus complexe que ça. C'était comment je suis tissé au monde, comment je suis en interaction avec le reste du monde. Et au fond, c'est ça la question de la santé. C'est comment je est en interaction avec nous. Comment à ce point d'articulation-là, entre moi et plus grand, ce point d'articulation-là est bien articulé ou pas. Je tout seul, ça va pas. Nous dilués, j'existe pas, ça va pas. J'ai besoin d'être moi, je, moi, M-O accent en A, avec O accent circonflexe, moi, je, dans nous. Et c'est étrange, quoi. Parce que toute notre vie, c'est cet apprentissage-là. Comment être moi dans quelque chose de plus grand. Et je peux m'y noyer. Quand vous jetez un enfant à l'eau, je parle pas d'un bébé, il va se noyer. Il est l'eau. Elle rentre par tous les pores de sa peau, par sa bouche, il va boire la tasse jusqu'à ce noyau, il va se diluer dans l'eau. Comment arriver à boire la tasse un certain nombre de fois et à être moi dans l'eau? Et là, à découvrir tout un monde de possibles.
Parce que quand je suis dans l'eau, je flotte, je suis léger, je peux faire des tours sur moi-même, je peux retenir ma respiration, je peux voir sous l'eau des poissons que j'ignorais, que je ne pensais pas qu'ils étaient possibles, que ça existe. J'ouvre un univers de possibles. Et pourtant, je suis toujours moi, dans l'eau, qui est autre chose que moi dans l'air. Et donc cette question de la santé intégrative, aujourd'hui, de très nombreuses personnes s'en emparent, parce qu'ils sentent que le système qui est censé être matriciel et bienveillant, qui est censé être le ventre de maman, au fond est maltraitant, nous met en mauvaise santé, et en plus essaie de nous soutirer notre pognon et notre pouvoir au passage. On commence à être de plus en plus nombreux à être conscients de ça. Et si on n'en est pas conscient, il n'y a qu'à regarder les journaux. En France, aujourd'hui, si vous envoyez votre gamin aux urgences pour se faire suturer une plaie, peut-être ça va durer 8 heures. Il va arriver à midi et il va repartir à minuit ou 2 heures du matin, suturé par l'interne qui n'est pas meilleur que vous en fait pour le faire, quoi, quasiment, hein, si vous êtes formé. Peut-être que si vous êtes une personne âgée, que vous tombez, que vous vous cassez le col du fémur, vous allez rester 7 jours, 8 jours, 9 jours dans l'UHCD, l'équivalent des urgences prolongées. Et qu'on ne va pas vous donner à manger ni à boire. Et il y a des gens qui meurent en France aujourd'hui. C'est arrivé plein de fois, il y a plein de faits divers comme ça, où les gens meurent, tout le monde les a oubliés, tout le monde s'en fout, on leur a pas donné à boire, ils sont morts de soif. Pardon ? Parce qu'ils avaient une fracture du col. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a enlevé toutes les maternités de proximité. Donc on doit faire 2 heures, 3 heures de bagnole en France pour aller jusqu'à la maternité principale si on vit dans un désert médical. Et donc il y a de plus en plus de femmes qui accouchent dans le taxi. Ça arrivait plus ça en France. Hein. Ben là, elles accouchent dans le taxi. Donc il y a une dégradation du niveau de soins extrêmement rapide. Et une baisse de l'espérance de vie qui est en train d'arriver dans tous nos pays occidentaux. Ok, ça nous pose question. Comment reprendre de l'autonomie à cet endroit-là ? Comment récupérer nous-mêmes notre pouvoir sans dépendre de l'état bienveillant, maternel et matriciel ? Il y a comme une montée en compétences à faire. Et il se trouve qu'on a tous les outils. C'est là où c'est paradoxal. C'est que cette e-santé, elle cherche à nous asservir. Mais imaginez que là, juste dans cette salle, à l'échelle de Gatineau, on s'interconnecte sur un WhatsApp santé. Et puis, je sais pas, une fois par mois, il y a un live qui traite du diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, du stress, de la fatigue chronique, des douleurs. Et qu'on s'en empare. Qu'on n'est pas Jérôme Marquis, je ne sais plus comment c'est son prénom. François Marquis, pardon. Si on a Jérôme Marty en France, c'est presque pareil. Il a eu la Légion d'honneur d'ailleurs. Je crois. Et qu'on s'en empare nous-mêmes. On commence à s'autonomiser là-dessus. Et vous réunissez là une trentaine de personnes qui discutent d'hypertension artérielle. Peut-être qu'il y en a un qui fait de la médecine chinoise traditionnelle et de l'acupuncture, un autre qui fait du shiatsu, un autre qui fait de la relaxation et de la méditation pleine conscience, un autre qui fait du yoga, un autre qui est cardiologue et qui sait ce que c'est que les antihypertenseurs et les complications potentielles. Mettez-les ensemble, faites-les discuter, vous allez voir émerger des solutions qui étaient imprévues, des choses qui n'étaient pas du tout dans le système standard. Et c'est à nous de le faire. Hein. Il n'y a besoin de rien, on a tous les outils pour le faire. On a toutes les ressources pour le faire au sein des groupes Réinfo. Je peux vous assurer qu'il y a déjà tout le savoir, tout le savoir-faire, tout le savoir-être. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, il n'y a pas besoin de convaincre, de réveiller d'autres gens. Il y a juste besoin de le faire. Aujourd'hui, dans la suite de Réinfo Covid a été détruit en France de manière volontaire. On l'a décapité pour laisser la place à autre chose. C'était douloureux comme décision à prendre et en même temps pour nous c'était une condition de laisser advenir autre chose. De redonner les clés du camion aux gens, et dire voilà, maintenant c'est à vous d'y aller quoi, et de construire. Donc il y a un groupe qui s'appelle Réinfo Santé qui s'est créé et qui répertorie des solutions de santé sur plein de sujets différents. Chacun vient raconter un peu. Il y a des émissions qui se passent toutes les semaines qui s'appellent Parlons Santé sur YouTube, sur Twitter, etc. où on réunit 4 ou 5 praticiens de santé différents sur une thématique. Ça peut être autour du deuil par exemple et de la mort. Donc on va voir un réanimateur comme moi qui va parler de la mort telle que je l'ai vécue à l'hôpital. On va voir une doula qui accompagne le décès des patients. On va voir quelqu'un qui fait des soins palliatifs. On va voir quelqu'un qui embaume les morts. On va voir peut-être un prêtre, un pope, un imam ou un rabbin. Peu importe. On va mettre tous ces gens ensemble et leur faire parler de qu'est-ce que c'est la mort aujourd'hui autour de nous. Ça peut être la mort, ça peut être l'hypertension artérielle, ça peut être le diabète, ça peut être l'obésité. Et on va remultiplier ça plein de fois, toutes les semaines. Avec l'idée que ces émissions, elles sont dans le monde numérique, mais ce qu'on cherche à faire, c'est qu'elles soient dans le monde réel. Parce qu'on cherche à sortir de la matrice numérique, pas y entrer encore plus que ce qu'on y est déjà enfermé. Et de plus en plus, il y a des parlons santé qui se passent en présentiel dans les antennes Réinfo,
ou les groupes locaux, où une fois par mois, il y a un prétexte, on va parler d'hypertension artérielle. Et on va inviter 3 personnes de réinfo. Un qui fait du shiatsu, un qui fait machin. Mais on va inviter le cardiologue de l'hôpital d'Ottawa. Et quand il arrive, on va lui servir du champagne, des petits fours. Oh, merci professeur, formidable que vous soyez là, etc. Puis en même temps, le type va être un peu effaré, il va avoir du public sympa, bienveillant, intelligent. Et il va venir faire la messe sur, bon, oui, alors les antihypertenseurs sont très importants pour ne pas saigner dans le cerveau et faire des AVC. Merci professeur, c'est très bien. Et puis juste après, quelqu'un qui va lui parler de méditation pleine conscience et des résultats et de la science qu'il y a autour de l'hypertension artérielle et de la méditation pleine conscience. Et peut-être que ce professeur, il va être surpris, mais il va se dire, tiens, c'était quand même sympa, puis il y avait des petits fours, du champagne, alors bon, je reviendrai. En plus, on m'a dit, bien monsieur, merci monsieur, bonjour monsieur. Il a eu la révérence qu'il attendait, hein, parce qu'en général, les gens deviennent professeurs pour avoir la révérence qu'ils attendaient hein, dans leur vie. Le karma, quoi, c'est leur papa qui était... Et si on le fait revenir 4 fois, 5 fois, peut-être qu'à la fin, là, dans la discussion autour de la machine à café, il va entendre des gens qui lui parlent des effets secondaires des vaccins anti-Covid. Mais lui, pour lui, ça n'existait pas, hein, parce que ça n'existe pas à la télé, alors ça n'existe pas. Mais là, le fait de discuter, de dire, tiens, il y a quand même des effets secondaires, ça va faire son chemin, petit à petit, doucement, progressivement. Et une transformation insidieuse va se produire peut-être dans son service. Peut-être qu'au bout de 10 ans, il faut être patient. Hein. Au bout d'un mois, il va mettre en route une consultation de méditation pleine conscience au sein de son hôpital. C'est pas impossible. C'est tellement pas impossible, parce que là, je vous décris, merci, je vous décris au fond une sorte de stratégie de transformation où il y aurait un lien avec le système institutionnel. Parce que pour beaucoup de gens, il y a comme un fantasme de l'autosuffisance, et y compris dans la résistance. Ça, vous avez d'un côté le transhumanisme qui vous promet d'être tout puissant tout seul derrière votre téléphone portable si vous avez le bon abonnement. Si vous avez l'abonnement plus premium, peut-être vous serez bien soigné. Si vous avez le freemium connard, il y a des chances qu'on vous laisse mourir sur le bas-côté. Voilà. Mais bon, c'est gratos, quoi, au moins vous êtes abonné. Là, il y a cette proposition dans la santé alternative, pour certains, de vouloir tout faire par soi-même. Et j'ai rencontré ça à plusieurs reprises, des gens qui ont été soignés par une certaine thérapeutique. Par exemple, des gens qui ont fait un jeûne et qui ont guéri d'un cancer. Et qui ensuite pensent que le jeûne est la panacée pour tout le monde, pour tous les cancers. Mais c'est pas le cas. Hein. Je vous assure que c'est pas le cas. Le jeûne est sûrement utile pour plein de choses, mais ça va être différent pour chacun, pour chaque cancer, pour chaque histoire de vie. Et il y a comme une humilité à retrouver, surtout pas une toute-puissance. En tant que thérapeute, je n'ai pas la toute-puissance sur le patient. Sinon, je suis dans la même position que mon professeur de Gatineau ou d'en face. Hein. Je veux être tout puissant, et si je maîtrise, c'est mon domaine. Ça m'appartient. Il y a cette idée que je peux devenir un spécialiste et en même temps accepter que mon domaine reste ouvert. Ouvert à d'autres influences. Peut-être que même à 60 ans, ou même à 70 ans, je peux encore en découvrir sur ce que je pensais maîtriser jusqu'ici. J'ai une amie qui a fait un film, elle s'appelle Marinella Banfi, elle est cinéaste. Et elle avait fait un film qui s'appelle Mon docteur indien. Elle a eu un cancer du sein et elle s'est fait soigner en France. Et puis elle écoute les propositions thérapeutiques. Elle dit, mais vous êtes fous, moi je ne vais pas prendre votre défoliant. C'est quoi cette chimio, c'est fluo, je ne vais pas foutre ça dans mes veines, quoi. Enfin, vous êtes fous. Non, je veux bien que vous m'enleviez avec un coup de bistouri le truc, ça va. Par contre, le reste, je me débrouille. Et elle est partie en Inde, dans une clinique ayurvédique. Et il se trouve qu'elle a guéri de son cancer. Et ensuite, elle a fait un film où elle a traîné son oncologue, celui qui voulait lui fourguer de la chimio. Elle a réussi à le traîner en Inde pour qu'il voit ce qui se passe. Et qu'il fasse ah ouais, peut-être. Ah, c'est peut-être plus compliqué que ce que je pensais. Au moins qu'il ouvre les yeux. Il y a d'autres possibles. Elle n'a pas cherché à le convaincre. Et c'est un très beau film qui, pour moi, est un peu le chemin de ce qu'on essaye de faire avec la santé intégrative aujourd'hui. Essayer de réinvestir petit à petit l'institution. Pas de rester dans une alternative autosuffisante et autosatisfaite, mais de dire nous allons avoir besoin à un moment ou à un autre de se réconcilier avec le système et peut-être de le transformer de l'intérieur. Et il se trouve qu'il y a une attente, il y a une vraie attente. Dans les hôpitaux, moi où j'étais, les infirmiers, infirmières, les aides-soignants, même les médecins, ils ne discutent pas du nouveau protocole de la HAS, la machine à café. Hein. Ils en ont rien à foutre. Hein.
Ils discutent jeûne thérapeutique, régime sans gluten, régime sans machin, sans lactose, shiatsu, méditation, aromathérapie, homéopathie, etc. C'est de ça dont ils parlent. Et c'est ça qu'ils vont faire comme stage de formation. Et c'est comme si on faisait semblant que ça n'existe pas. Pour le moment, le Conseil de l'Ordre en France continue, et de manière de plus en plus autistique, à dire tout ça n'existe pas. Et il a produit un rapport, ces quelques derniers mois, où l'ostéopathie, tout ça, ce sont des dérives sectaires. Et tout est dérive sectaire. Nous, on a un observatoire des dérives sectaires, la Mivilude. Et on est tous dérives sectaires, là, je vous préviens. Mais au fond, c'est très drôle, c'est en miroir, c'est le système qui devient complètement sectaire, qui n'accepte plus de contradiction, qui n'accepte plus de fécondité de l'extérieur. C'est d'autant plus fou que c'est en train d'arriver dans toutes les niches de la santé institutionnelle qui sont proches de la physiologie. Vous avez compris que le système marchand avait cherché à s'emparer petit à petit de ce qui était normal pour en faire de la pathologie. Vous étiez en train d'accoucher, d'avoir un bébé, c'est une maladie. Il va falloir médicaliser tout ça. Hein, toute la naissance, la périnatalité, c'est tellement dangereux d'avoir un bébé aujourd'hui qu'on va le médicaliser. Vous étiez en train de mourir, non, c'est pas normal ça. Il va falloir médicaliser tout ça. Donc là aujourd'hui on a des lois qui sont en train de passer en France sur ce qu'on appelle l'aide à mourir et le suicide assisté pour créer un marché de la mort. Ouais, au Québec aussi, ouais. Alors, c'est intéressant parce que chaque fois qu'on légifère, chaque fois que les assemblées parlementaires légifèrent, c'est toujours, si vous réfléchissez bien, pour créer une bulle spéculative économique. C'est-à-dire, elle crée un marché. Quand elle fait la loi sur l'aide à mourir, elle crée un marché de la mort, dans lequel des investisseurs vont pouvoir investir. D'ailleurs, si vous avez un peu d'argent de côté, je vous invite à le faire. Hein. Faites des entreprises d'aide à mourir, hein. Dans la dignité bien sûr, hein, mais faites des entreprises d'aide à mourir. Ce sera rentable, quoi. Ouais, mais là c'est intéressant. Autour de la mort et du décès et du deuil, il y a plein de choses à faire avec les gens des soins palliatifs pour réhumaniser, pour rephysiologiser tout ça, pour remettre de la santé intégrative. Et c'est déjà en train d'arriver. Autour de la naissance, les sages-femmes en France cherchent à rendre de plus en plus physiologique, à faire que l'accouchement soit quelque chose qui soit accompagné et pas contrôlé de A jusqu'à Z avec de l'ocytocine à tel moment, tel truc qui se passe à tel moment, mais au contraire soit accompagné. Vous avez la niche du cancer. Le cancer, tant que vous ne touchez pas à la chimio, tant que vous ne touchez pas au Grisby, hein, le Grisby, vous savez, c'est le pognon. Hein. Il y a une phrase célèbre dans un film comme ça, hein, touche pas au Grisby, salope. C'est dans Les Tontons Flingueurs avec... j'ai dit ça, touche pas au Grisby, salope, parce que le type cherche à prendre les billets et il devient fou. Donc tant que vous ne touchez pas au Grisby, il n'y a pas de problème. Vous pourrez faire tout le péri-cancer que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et là, il y a plein de champs à investir. À mon avis, c'est dans ces niches-là qu'il faudrait mettre notre énergie, parce que chaque fois qu'on réconcilie un médecin du système avec un autre possible, déjà on lui redonne de la joie, on lui redonne une puissance d'agir, et en plus, on l'invite à se questionner sur l'ensemble de ce qu'il fait jusqu'ici. Au bloc opératoire, en France, c'est pareil au Québec, c'est la zone la plus technique. En gros, c'est une chaîne de montage, hein, vraiment, industrielle. Vous n'êtes même pas un nom, vous êtes la prostate du professeur machin. Si vous êtes une prostate, vous êtes un utérus, vous êtes un utérus. Voilà, vous êtes réduit à votre plus simple expression. Prostate ou utérus. Et donc, vous allez passer à telle heure, à tel jour, et voilà. Et on ne sait même pas qui vous êtes. Et à la fin de la journée, les anesthésistes, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les chirurgiens, ils ne se souviennent pas de votre nom. Hein. Ils se souviennent peut-être d'un truc qui a merdé, mais pas de votre nom. Bah dans ce monde-là, le plus aseptisé possible, souvent il n'y a même pas de fenêtre, hein, dans les blocs opératoires. On est en sous-sol, avec une lumière au néon toute la journée, on a des masques toute la journée. C'est vraiment complètement déshumanisé. Et bah dans cet endroit-là, c'est là que l'hypnose conversationnelle ericksonienne a pris le plus de place ces dernières années. Tous les soignants, moi j'ai connu plein de blocs maintenant, où tous les soignants se forment à l'hypnose conversationnelle. Parce que l'hypnose conversationnelle, c'est de la relation, hein, c'est de la communication en fait. Hein. Et ça veut dire c'est moi et toi. C'est pas le système, mais c'est moi et toi. On essaye de vivre quelque chose ensemble et de t'accompagner dans cette traversée-là. Donc ça retrouve la question de l'artisanat. Ok, il y a quelques pistes pour cette santé intégrative. L'artisanat, ça n'est pas industriel. Ça ne peut pas être un processus toujours le même. C'est forcément artisanal. C'est low-tech.
Low-tech, ça veut dire basse technologie. Basse technologie parce que si vous êtes dépendant d'un système technologique trop ample, bah, c'est plus vous qui décidez de votre destin. Alors vous pouvez peut-être hybrider le système high-tech avec votre système low-tech. Peut-être que dans votre pratique, vous pouvez utiliser cet outil et vous en réemparer. Là, il faut réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a plein de choses à faire avec ces outils. Ça questionne sur le système économique qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on se rétribue? Vous savez, ils traînent dans ces histoires de médecine chinoise traditionnelle l'idée qu'un médecin chinois serait payé que quand les gens sont en bonne santé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai dans le monde moderne de la Chine moderne. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose dans notre façon de concevoir le soin que juste une rétribution à l'acte? Est-ce qu'il y a d'autres possibles? Parce que ce qu'on a vu dans le Covid, c'est que les gens s'entraident de manière gratuite. Et pourtant, ont encore plus de retour sur investissement. Alors, je suis à 0 minute grâce à André. Donc voilà, je vous ai dressé le portrait à la fois d'un système qui est en effondrement de manière volontaire pour faire survenir un système de e-santé algorithmique investi par des multinationales de la data et plus les multinationales du médicament, et comme une transition volontaire qui est faite et qui correspond à tout le jeu des conquêtes habituelles du système américain financier. Vous avez compris, les Américains ne font pas la guerre en Irak pour la gagner. Ils font la guerre en Irak pour semer le chaos. Et ensuite, mettre du coca et des Big Mac. Parce que de toute manière, ils en mettront. C'est exactement pareil pour le système de santé. Ils ne sont pas en train de détruire le système de santé par plaisir. Ils sont là pour le réinvestir ensuite dans un système de santé rentable et numérique géré par les géants de la data. Un autre possible dans ce système-là, c'est d'aller vers une santé communautaire, pluridisciplinaire, collégiale, où nous remontons en tant que citoyens en compétences. Et aujourd'hui, là, dans la plupart des antennes Réinfo Covid, les gens montent en compétences, c'est-à-dire ils font des balades botaniques où ils apprennent les plantes médicinales, ils apprennent les plantes avec l'aide des systèmes numériques, parce qu'aujourd'hui vous avez plein de tutos pour apprendre les plantes médicinales, mais ils ont aussi un sachant, un sage qui les aide et ils l'apprennent petit à petit, ils le réapprennent, ils le réapprennent. Des choses encore plus simples, vous n'avez même pas besoin d'apprendre les plantes médicinales, apprenez les plats traditionnels français de nourriture. Déjà peut-être vous ferez un resto, vous ferez un tabac, et en plus ça vous forcera à vous questionner ensuite sur mais d'où vient la nourriture? Et donc quelle est l'agriculture qui est pratiquée? Et comment soutenir un agriculteur bio, local, etc. Donc dès que vous touchez à la pensée, vous tirez un fil en fait qui concerne toute notre société de A jusqu'à Z et qui a trait à la question du lien. Et est-ce que ce lien devient quelque chose de mercantile, de contrôlant? Je cherche à contrôler l'autre, je suis le médecin et j'ai tout le pouvoir sur lui. Ou est-ce que non, c'est un échange, il y a une relation? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci beaucoup.